Bonjour. Nous passons en moyenne 55% de notre vie numérique sur des plateformes appartenant à Google, Apple, Facebook ou Amazon, ces firmes que l'on a l'habitude de regrouper sous le terme de GAFA. Nous y laissons, souvent sans le savoir, des données personnelles qui sont collectées, analysées, parfois revendues, des données personnelles qui valent de l'or. Alors, quelles sont les stratégies de ces firmes du numérique et de l'Internet, et comment peut-on y remédier ? Le développement des technologies du numérique, de la communication et de l'informatique, les NTIC, ne date pas d'hier. La première vague, composée de firmes comme Microsoft, IBM et Apple, est apparue en 1975 en Californie. Elle fut suivie du développement d'Internet dans les années 1990, qui a donné naissance à une génération d'entreprises alors pionnières comme Yahoo, eBay, Netscape ou AOL. Ces entreprises attirent alors des capitalisations boursières sans équivalent dans l'histoire, dans un contexte de connexion en masse des foyers américains à Internet. Pourtant, certaines de ces firmes ne réalisaient même pas encore de chiffre d'affaires. S'ensuit une hausse de la valeur des actions en bourse de ces entreprises, sans équivalent avec leurs résultats réels. Il se forme alors une bulle spéculative, baptisée bulle Internet, qui éclate à partir de mars 2000. Aujourd'hui, cette nouvelle économie qui s'est formée autour des NTIC est dominée par une troisième génération de firmes. On connaît ces firmes par des sigles, d'abord les GAFA, sigles qui regroupent Google, Apple, Facebook et Amazon. On parle aussi plus récemment des NATU, qui regroupent Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Ces mastodontes inquiètent autant qu'ils suscitent l'admiration. Ils bousculent en effet des secteurs entiers de l'économie traditionnelle, des taxis aux constructeurs automobiles. Ils sont accusés de fausser la concurrence, de ne pas payer leurs impôts, et laissent pourtant entrevoir des possibilités de croissance alors que le capitalisme moderne s'essouffle. Ainsi, lors de leur apparition dans les années 1990, on s'est cru autorisé à parler du numérique comme d'une nouvelle révolution industrielle. Dès lors, quelles sont les clés du succès des GAFA et des NATU? Quels problèmes suscitent-ils et comment mieux les encadrer? L'économie en ligne est dominée par un nombre très restreint de firmes. Certaines de ces firmes ont été fondées dans les années 1990. C'est le cas d'Amazon qui a été fondé en 1994, dont le cœur de métier est le commerce en ligne et qui possède par ailleurs la marque Kindle. C'est aussi le cas de Google, fondé en 1998 en Californie, qui se base sur le moteur de recherche sur Internet et qui possède par ailleurs les marques YouTube et Android. C'est aussi le cas de Netflix, un site de streaming en pleine expansion. D'autres firmes sont plus récentes, c'est le cas de Facebook, le fameux réseau social qui possède par ailleurs la marque Instagram, fondée en 2004, ou encore Uber, une application de mise en contact d'utilisateurs avec des conducteurs réalisant des services de transport, fondée en 2009. En fait, parmi ces firmes dominant l'économie numérique, seule Apple, fondée en 1976, est un tant soit peu ancienne. Elle est basée sur le matériel informatique, on lui doit les marques très célèbres iPhone, iPad, MacBook ou encore iTunes. Certes, ces firmes sont peu nombreuses, mais qu'ont-elles de commun, à part le fait d'opérer sur Internet? D'abord, leur jeunesse. Une seule de ces firmes existait il y a 25 ans, c'est Apple. Si certaines sont déjà de vieilles entreprises dans leur domaine, c'est-à-dire qu'elles ont plus de 20 ans, d'autres sont toutes nouvelles. C'est le cas d'Airbnb, fondé en 2008 et qui est aujourd'hui un poids lourd du secteur. Deuxième point commun, leurs résultats comptables colossaux. La jeunesse des firmes du numérique ne les empêche nullement d'atteindre des capitalisations boursières énormes. On entend par capitalisation boursière la somme de l'ensemble des actifs en bourse d'une entreprise. Ainsi, Apple et Google sont les deux plus grosses capitalisations boursières du monde, avec 680 milliards de dollars pour Apple et 480 milliards de dollars pour Google. Des firmes comme Volkswagen ou encore ExxonMobil, qui est la première compagnie pétrolière du monde, sont loin derrière. En fait, Google, Amazon, Facebook et Apple réunis ont une valeur boursière de 1800 milliards de dollars, ce qui correspond à peu près au PIB de l'Inde. Enfin, Uber, fondé il y a à peine 6 ans, a une valeur boursière de 50 milliards de dollars. La firme a gagné 10 milliards de dollars de capitalisation en 6 mois. Autrement dit, les entreprises du numérique connaissent une croissance folle. Malgré leur poids énorme dans l'économie, ces firmes n'ont que très peu d'employés et des résultats variables. Les GAFA n'emploient aujourd'hui que 370 000 personnes, ce qui est peu au regard de leur chiffre d'affaires. Par exemple, Google emploie 57 000 personnes pour un chiffre d'affaires de 66 milliards de dollars. Autrement dit, chaque employé a contribué à hauteur de 1 150 000 dollars au chiffre d'affaires de l'entreprise. D'autre part, malgré leur valeur colossale, les bénéfices ne sont qu'en demi-teinte. Par exemple,
Amazon et Uber étaient déficitaires sur l'exercice 2015, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas réalisé de profit. Or, ces pertes momentanées font partie intégrante de leur stratégie, comme nous le verrons plus loin. Pour asseoir leur domination, ces firmes s'appuient sur des réseaux d'utilisateurs et de clients qui sont tout simplement énormes. Ainsi, 90% des recherches Internet du monde se font sur Google. Un homme sur 5 a un compte Facebook et Amazon déclare avoir 120 millions de clients et Netflix 65 millions. Cette volumétrie est donc tout simplement énorme. D'autre part, toutes ces firmes sont américaines, c'est-à-dire qu'elles incarnent l'hégémonie des États-Unis dans le domaine du numérique. De fait, les entreprises américaines concentrent 83% de la capitalisation du secteur numérique à l'échelle mondiale. Enfin, toutes ces firmes suscitent des rancœurs qui sont à la hauteur de leur succès. C'est le cas de Google qui fait l'objet d'une procédure judiciaire de la Commission européenne ou encore d'Uber qui a été prise à partie lors des manifestations par les taxis. Fin 2014, Netflix a également déboulé en France, suscitant de vives inquiétudes de la part du ministère de la Culture. Au-delà de ces chiffres énormes, il nous faut comprendre quelles sont les clés du succès de ces entreprises si controversées. D'abord, beaucoup de ces firmes ont bâti leur succès en attirant les utilisateurs par la gratuité, c'est le cas de Facebook ou de Google. Cette gratuité leur permet d'attirer des utilisateurs en masse. De par leur audience croissante, ils deviennent ainsi incontournables pour les annonceurs et engrangent des recettes publicitaires. C'est le cas d'Android, société de Google qui concentre aujourd'hui 1 million d'applications et devient ainsi un passage obligé pour les développeurs. D'autre part, la taille que des firmes comme Facebook ou Google ont atteinte s'explique en grande partie par l'effet de réseau qui joue à plein. Par exemple, Facebook est un réseau social, c'est-à-dire une sorte de monopole naturel, puisqu'il est d'autant plus attractif que l'utilisateur est en contact avec un maximum d'autres utilisateurs. Dès lors, le réseau social qui a pris un tant soit peu d'avance creuse rapidement l'écart et devient irrattrapable. Ainsi Facebook a-t-il détrôné MySpace. Le réseau social qui s'est imposé engrange alors des bénéfices énormes grâce à la publicité qui lui permettent d'amortir les frais de recherche. En fait, la course à l'Internet est une course de vitesse. Enfin, on observe que beaucoup de ces firmes ne sont que des plateformes, c'est-à-dire qu'elles ont très peu de frais. Par exemple, ajouter un utilisateur ne coûte quasiment rien à Facebook. Quant à YouTube, son attractivité repose largement sur des contenus créés par les utilisateurs eux-mêmes, contenus que YouTube n'a donc pas créés. Les entreprises du numérique ont su s'adapter à l'utilisateur, ce qui explique largement leur succès. Elles cherchent aujourd'hui à développer des services intuitifs aussi ergonomiques que possible, d'où des investissements colossaux en recherche et développement, car plus une utilisation est facile, plus la technologie est évoluée. Par exemple, Apple dépense 8 milliards de dollars par an en R&D. D'autre part, ces entreprises évaluent leurs performances via la collecte de données et l'utilisation d'algorithmes très poussés. Le but est d'en savoir le plus possible sur le comportement des clients, ce qui leur permet de proposer des services adaptés, mais aussi de booster leurs recettes publicitaires via des suggestions d'achat. Cette accumulation de quantités très importantes de données est à l'origine des critiques qu'essuient aujourd'hui les firmes du numérique. Elles sont accusées de mépriser la vie privée, d'exploiter des données personnelles à des fins mercantiles sans l'accord des utilisateurs. Pour assurer leur succès, les firmes du numérique mettent en place des stratégies financières, voire politiques. En effet, le circuit de l'économie américaine facilite le financement des startups qui donnent les futurs géants du web. Les startups sont financées par des structures qui prennent des parts dans des entreprises à fort potentiel pour les revendre avec un maximum de plus-value. Ainsi, les fonds de pension américains investissent quelques pourcents de leurs actifs dans ces entreprises, ce qui permet le développement des startups. D'autre part, nombre de ces entreprises bénéficient de collusions politiques.
Ainsi l'administration américaine ne cache-t-elle pas son enthousiasme pour les GAFA qui font partie intégrante du soft power américain. D'autre part, en 1999, Google et Facebook ont bénéficié d'investissements qui venaient de la CIA. Enfin, les entreprises du numérique ont pour projet de s'étendre à l'infini. Elles mettent donc en place des stratégies à l'échelle mondiale. Ainsi, les GAFA ne réfléchissent-ils jamais en termes de géographie ou de culture. Pour les GAFA, chaque humain connecté est un client potentiel et chaque humain connecté devrait l'être. En fait, ce type d'entreprise a 7 milliards d'utilisateurs potentiels. Les GAFA sont donc des entreprises mondes qui cherchent à devenir indispensables. De par leur stratégie globalisante, ces entreprises bousculent des pans entiers de l'économie. D'abord par la pratique de l'optimisation fiscale, pratique dans laquelle les GAFA sont championnes. On estime que l'optimisation leur permet de payer 22 fois moins d'impôts que ce qu'ils devraient en principe payer. Le manque à gagner est donc colossal pour le fisc. Par exemple, Google a payé 5 millions d'euros d'impôts pour 1 milliard d'euros de recettes publicitaires en France, soit une imposition à 0,5%. Mais comment les GAFA s'y prennent-ils? D'abord, ils font jouer à plein la concurrence entre États et pratiquent l'extorsion fiscale. D'autre part, les GAFA ont recours à des montages financiers plus ou moins légaux. Concrètement, une filiale implantée dans un paradis fiscal comme l'Irlande facture aux GAFA des montants artificiellement gonflés au titre de redevances portant par exemple sur des marques ou des brevets. Ces bénéfices délocalisés sont imposés dans le paradis fiscal et non dans le pays où la valeur ajoutée a été produite. Les GAFA sont également accusés de fausser la concurrence. C'est le cas de Google qui est accusé de reléguer ses concurrents à la deuxième ou à la troisième page. Ce problème de concurrence est la conséquence directe de la suprématie que les GAFA exercent sur leur secteur. Les entreprises digitales bouleversent également le modèle de l'entreprise. Par exemple, Uber, qui est au cœur d'une récente polémique, n'a aucun actif. Il repose tout entier sur un concept innovant où les conducteurs de voitures qui font vivre l'entreprise ne sont pas les salariés d'Uber. La firme échappe ainsi au droit du travail et tout le risque est transféré sur le travailleur. Beaucoup voient dans ces pratiques la fin dernière de la précarité. D'autre part, les entreprises du numérique s'engouffrent dans les faiblesses de l'état social. C'est le cas d'Apple qui développe l'Apple Health Kit, une application qui stocke et centralise les données médicales de l'utilisateur, ce qui permet aux médecins de partager les informations utiles à la coordination des soins du patient. Le succès rencontré par cette application illustre en fait les retards des États dans ce domaine. Ces entreprises bouleversent l'économie car elles pratiquent la concentration tout azimut. Elles ont d'abord un avantage comparatif énorme, la connaissance précise des pratiques des consommateurs. Elles rachètent ainsi leurs concurrents, même à l'état de start-up, ce qui leur permet de rester seules dans le secteur et de maîtriser toute la chaîne de production. Ces entreprises s'attaquent également à l'économie classique et aux secteurs émergents. Ainsi, Google a investi 1 milliard de dollars dans les énergies renouvelables et 100 millions de dollars dans l'énergie solaire. Il a aussi investi dans la fibre optique avec son programme Google Fiber. Google est aussi connu pour investir dans l'ingénierie cellulaire, la conquête spatiale, etc. Tous ces investissements sont permis par leurs énormes disponibilités financières. Ils s'attaquent ainsi à des pans entiers de l'économie et les grandes entreprises classiques font figure de petits joueurs. Collecte des données, exonération fiscale, mépris du droit du travail, autant de problèmes qui laissent entrevoir la nécessité de mieux encadrer les GAFA et de mieux protéger les utilisateurs. À cet égard, les déboires que subit Google sont exemplaires de la prise de conscience au niveau des États et des opinions publiques. En décembre 2014, le gouvernement britannique a annoncé une loi surnommée la taxe Google. Il s'agit d'un impôt à 25% sur les bénéfices détournés des multinationales qui optimisent la répartition de leurs bénéfices dans l'Union européenne. Cette taxe a été mise en place dès avril 2015. C'est aussi depuis 2010 la Commission européenne à la concurrence qui engage un bras de fer avec les entreprises du numérique et tout spécialement avec Google, le problème étant que cette enquête n'a toujours pas abouti. L'un des principaux obstacles à la régulation des GAFA par les États est en effet la lenteur des procédures qui contraste avec la vitesse à laquelle évoluent les pratiques sur Internet. Il est ainsi fort probable qu'au moment où la Commission européenne prendra une décision pénale, les entreprises pâtissant des problèmes de la concurrence auront subi des dommages irréparables. Ainsi, ces nouvelles réalités économiques exigent que nous revoyions nos pratiques d'encadrement. À cet égard, les idées ne manquent pas. La première idée serait une taxation unique au niveau européen des bénéfices des firmes multinationales. Les recettes seraient ensuite réparties entre les pays et imposées au taux en vigueur. Cette initiative mettrait fin aux pratiques de concurrence fiscale dans l'Union européenne. Un autre projet est une taxe sur la collecte des données personnelles.
Enfin, au niveau mondial, l'OCDE et le G20 ont lancé le programme BEPS, un projet de lutte contre l'érosion de la base d'imposition via la collaboration entre les gouvernements. Pourtant, les solutions sont difficiles à mettre en place car à chaque fois, les pays ayant bâti leur prospérité sur le siphonnage des bénéfices, autrement dit les paradis fiscaux, font obstruction. Néanmoins, ces mastodontes qui méprisent l'histoire feraient bien de se souvenir de la Standard Oil qu'avait fondée le baron Rockefeller. En 1911, le département de la justice des États-Unis ordonna le démantèlement de la firme en 34 sociétés pour prise de position monopolistique. À son apogée, l'entreprise affichait un chiffre d'affaires de 1040 milliards de dollars actuels. Comme quoi, aucun empire n'est éternel. Qu'on les aime ou qu'on les déteste, il ne fait aucun doute que les GAFA et leurs homologues bouleversent nos sociétés par leurs moyens colossaux et leurs idéologies globalisantes. États, entreprises, individus, tout le monde se sent plus ou moins directement menacé par leurs stratégies que l'on juge cyniques, voire totalitaires. Il est donc certain que ces géants doivent être régulés et leur secteur ouvert à la concurrence. Mais peut-être serait-il bon aussi de se demander pourquoi l'Union européenne et la France en particulier sont à la traîne en matière d'économie numérique.